Merci à tous, merci pour l'organisation. Je vais avoir le joie de parler d'un sujet qui n'est pas l'intelligence artificielle, mais je vous rassure, c'est un sujet qui est quand même plutôt à la mode en ce moment. Et comme tout sujet à la mode, on va essayer d'être un petit peu précis et de préciser de quoi on parle. Donc, je m'appelle Stéphane Charlot et je suis le RSSI d'une entreprise qui fait du paiement fractionné qui s'appelle Floa, qui est basée à Bordeaux. Donc, petit warning, le concept est à la mode. Dans la sécu, quand un concept est à la mode, il faut toujours un petit peu se méfier parce que ça veut dire on ne sait pas forcément de quoi il parle. C'est à la géométrie variable et beaucoup de personnes s'en emparent, notamment côté éditeur, pour promouvoir leurs solutions. Donc de quoi on va parler? On va parler de modèles de sécurité et globalement on va parler de comment on sécurise nos applications et comment on définit la politique d'accès sur nos applications. L'idée sur cette définition, c'est de dire comment on peut avoir pour une application la capacité à disposer d'une politique d'accès avec des critères qui ne sont pas que l'authentification et comment on ne présuppose pas que le réseau est de confiance. Donc on va prendre des parallèles et on va vous expliquer ça un petit peu dans le détail. Donc on va parler de sécuriser ces apps, on va parler de sécuriser ces données dans un contexte d'ouverture des SI. Par contre, on ne va pas forcément parler de comment on sécurise ses postes de travail, comment on accélère son réseau. Il y en a beaucoup d'autres d'enjeux de sécurité qui sont un peu repris par ce concept Zero Trust, mais qu'on ne va pas forcément aborder là. Le modèle de sécurité traditionnel, qui est le modèle de sécurité périmétrique, on prend souvent l'image d'un beau château fort et on se dit, dès qu'on est dans le château fort, c'est qu'on a passé les murailles et on est dans une zone de confiance. Avec le temps et l'ouverture des SI, en fait, le modèle de sécurité périmétrique, il a plutôt tendance à ressembler à ça, c'est-à-dire un magnifique trou noir. Pourquoi un trou noir ? Parce qu'en fait, tout ce qui va passer près de votre SI, entre guillemets, va se faire absorber par ce trou noir. Donc, vous allez avoir les interconnexions avec des partenaires qui vont rentrer finalement dans votre château fort. Vous avez un projet GoToCloud qui est en train d'être mené avec des applications qui sont en train de sortir de votre SI. Vous avez des utilisateurs de confiance qui sont dans votre SI, mais vous avez aussi une nouvelle prestation d'offshoring. Vous avez un socle transverse qui est central dans votre SI, mais est-ce qu'il est si bien protégé que ça? Vous avez au moins une application verrue. Vous avez du Shadow IT, donc des applications qui sont gérées par vos métiers, et on ne sait pas forcément avec quelles règles de sécurité. Et finalement, de fait, tout ça termine dans votre SI, à côté de votre app critique qui se retrouve toute seule au milieu d'une zone qui a grossi, qui a grossi, qui a grossi. Et ce paradigme de dire je veux tout maîtriser sous la forme d'une muraille autour de mon SI, on voit bien en fait qu'il marche de moins en moins et qu'on doit mettre de plus en plus de moyens en fait, à assurer des murailles de plus en plus hautes. Donc comment on change ce paradigme pour adresser les enjeux de sécurité qui sont finalement peut-être que sur l'unique app critique qui est là. Le modèle de sécurité périmétrique, il part du principe qu'on suppose maîtriser le réseau. Sauf que pour maîtriser le réseau, quand on a ajouté au fur et à mesure du temps de nombreuses interconnexions partenaires, le réseau, en réalité, on le maîtrise de moins en moins. Le coût de maîtriser le réseau de bout en bout quand vous avez nombreux sites utilisateurs, donc ça passe par la mise en œuvre de solutions type NAC, donc Network Access Control, qui vont permettre en théorie d'authentifier chacun des éléments sur sa prise RJ45. C'est des solutions qui ont un coût de déploiement et de gestion qui sont énormes. D'autre part, on en a déjà un petit peu parlé, mais le X as a service, donc que ce soit de l'infrastructure, du plateforme, du software, c'est une tendance de fond.
ces éléments-là, à partir du moment où vous considérez qu'il y a un SI purement interne et un SI purement externe, où est-ce qu'on les met? Donc il faut savoir répondre à cette question. Et on va voir qu'en fait, les stratégies qui visaient à les ramener dans un carré purement maîtrisé, en fait, ne fonctionnent plus. La deuxième chose, c'est que dans un modèle de sécurité périmétrique traditionnel, on suppose qu'on maîtrise le poste, sauf que c'est la même chose, c'est de moins en moins vrai. On a une multiplication des typologies de partenaires, on a des partenaires qu'on va bien connaître, qu'on va bien maîtriser, on en a d'autres qui vont avoir des interventions sur notre SI peut-être très ciblées, très ponctuelles. Donc tous ces partenaires-là, si on les met à la même enseigne, en fait, on ne va pas être capable d'avoir une stratégie de sécurité réellement efficiente. On a les usages mobiles. La mobilité, c'est une réalité depuis de nombreuses années. Comment est-ce qu'on est capable de délivrer de manière sécurisée des accès à nos utilisateurs qui utilisent quotidiennement leur mobile, que ça soit la flotte corporate, ce qu'on appelle le BYOD, donc le Bring Your Own Device, donc potentiellement des services perso. Comment est-ce qu'on garde la maîtrise en fait sur ce type de terminal? Le coût de fourniture d'un poste, c'est aussi un sujet. C'est-à-dire que si chaque personne qui s'interconnecte à votre SI, même pour l'accès le moins sensible, vous devez exiger le poste, il y a un coût de gestion du côté de votre DSI qui va être réel. Et ces coûts-là, c'est potentiellement des coûts qui ne sont pas utilisés à sécuriser votre SI. La maîtrise du poste, c'est aussi quelque chose qui est perçu comme un frein aux usages collaboratifs. Donc là encore, c'est la sécurité qui n'apporte pas de solution. Et puis, dans la maîtrise du poste, en fait, il y a souvent un point qu'on néglige, mais ce qu'on va appeler les risques du socle transverse. C'est-à-dire que finalement, à distribuer des postes à des utilisateurs, des fois relativement faiblement de confiance, vous leur donnez non seulement accès à ceux dont ils ont besoin d'accéder, mais également à un espèce de socle transverse qui a également grossi à travers le temps et où, au final, peut-être qu'ils n'avaient pas besoin d'accéder à ce socle transverse. Donc, on va retrouver dans ce socle transverse des applications d'infrastructure comme l'Active Directory ou des applications type annuaire d'entreprise. Et en fait, à partir du moment où vous exigez le poste, vous fournissez des accès à ces systèmes-là. Et ce n'est pas forcément optimal, du coup, en termes de sécurité. D'autre part, on traite séparément contrôle d'accès applicatif et réseau. C'est-à-dire que dans l'architecture historique, vous avez votre firewall qui fait le tour de votre périmètre et qui va filtrer les accès. Lui, il va parler IP source, IP destination, utilisateur application, il ne connaît pas. À l'opposé, l'application, elle connaît l'utilisateur, mais elle ne connaît pas le réseau. Donc en fait, dans de nombreuses situations, que ce soit la politique d'accès, mais malheureusement des fois aussi la réponse à incident, on se retrouve à ne pas être en mesure de savoir qui s'est connecté à quoi, depuis quelle machine, depuis quel environnement, où est passé le flux, parce que finalement les traces sont à des endroits différents et on a perdu la cohérence. Donc ça, c'est un vrai sujet pour les Security Operating Center, pour les SOC, et qui complexifie la surveillance. Et puis, le point le plus important, et celui qui fait que ce modèle est de moins en moins viable, c'est l'élément vraiment central, c'est que finalement, votre SI qui a grandi par extensions successives, et bien en fait, son niveau de sécurité repose et dépend de la brique avec le niveau de sécurité le plus faible. Sauf qu'au milieu de ce trou noir, on l'a vu tout à l'heure, au milieu de ce trou noir, il y a votre app critique. Donc la vraie question, c'est comment on sécurise cette app critique où vous avez vos données critiques? Comment est-ce qu'on met en place un modèle qui va permettre à cette app critique de vous assurer un maximum de sécurité? Le modèle Zero Trust, en fait, c'est un renversement de la logique. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on va appeler une zone maîtrisée, qui est l'application interne, l'utilisateur interne, avec un poste que vous maîtrisez. C'est le cadre violet. Et en fait, la stratégie historique, elle a plutôt été, dès qu'il y avait quelque chose qui n'était pas dans le carré, de trouver un artifice pour le remettre dans le carré. Alors, un des artifices, c'est par exemple, pour les usages nomades, c'est par exemple le VPN.
le VPN, vous êtes à l'extérieur, mais finalement, c'est magique, vous êtes à l'intérieur. Ça peut être des choses comme sur une application SaaS, mettre en place différents types de filtrage. C'est en général des choses qui ont tendance à complexifier le réseau. Et un réseau complexe, c'est globalement un réseau qui va être beaucoup plus difficile à maîtriser, donc à sécuriser. Donc là où la logique Zero Trust, elle renverse complètement le modèle, c'est que finalement, au lieu de se dire je remets tout dans mon carré application interne, utilisateur interne, l'objectif, il est vraiment de disposer d'une approche unifiée qui va couvrir de manière cohérente et homogène l'ensemble des cas. Que l'application soit interne, externe, que le poste il soit maîtrisé, non maîtrisé, et que l'utilisateur il soit interne, externe. L'idée, c'est vraiment d'unifier la logique de politique de sécurité à un seul endroit pour tout couvrir. Donc, c'est quoi les cas d'usage ? Sur mon carré utilisateur application interne, on peut se dire déjà avoir une authentification qui est plus robuste. Ajouter un second facteur à l'authentification. Ajouter une seconde barrière à une app critique. Ça, c'est un premier cas d'usage où on ne renverse pas la logique, mais finalement, on apporte de la sécurité complémentaire, ce qu'on connaît déjà. Sur l'utilisateur externe vers une application interne, ça va être une logique de se dire comment est-ce que je suis capable de publier de manière standardisée mes applications. Comment est-ce que j'évite de systématiquement traîner de la complexification des réseaux avec des logiques type VPN. Comment est-ce que j'évite d'exposer le socle transverse dont on a parlé tout à l'heure. Sur le cas utilisateur interne vers application, on va dire externe, comment est-ce que je reprends le contrôle sur les accès à ces applications software as a service? Comment est-ce que je gère mes utilisateurs? Potentiellement, sur une application que je viens de découvrir parce que c'était du Shadow IT, comment est-ce que j'ai un actionnable pour reprendre le contrôle sur cette application? Et puis sur le cas qui est traditionnellement celui qui est absolument pas maîtrisé, qui est le cas utilisateur externe vers application externe, là, c'est comment est-ce que je commence la sécurité? Ce carré-là, c'est traditionnellement celui qui n'est pas du tout maîtrisé. Donc, comment est-ce que je commence la sécurité sur ce cas-là? Et puis, dans tous les use cases, donc homogénéiser la gestion des règles et puis améliorer la traçabilité. Donc, cette logique Zero Trust, en fait, elle répond à des problématiques vraiment extrêmement variées et elle vise à avoir une approche unifiée. Alors là, je n'ai pas dit comment ça marchait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, le modèle Zero Trust, ça ne va pas être une solution à un endroit. Ça va être un ensemble de fonctions, et parfois qui ne sont pas, même s'il y a des éditeurs sur le sujet, on ne va pas parler d'éditeurs aujourd'hui, mais on est vraiment sur des fonctions de sécurité que vous devez être capable d'assurer si vous voulez aller vers un modèle Zero Trust. Et ces fonctions, elles peuvent être assurées par potentiellement plusieurs briques techniques. La première chose, le modèle Zero Trust, l'identité est vraiment quelque chose qui est fondamental. L'authentification. La première chose, c'est une authentification robuste et une authentification déportée. Qu'est-ce que ça veut dire une authentification déportée? Pour faire très simple, c'est que la mire d'authentification de vos applications n'est plus sur l'application. Et ce déport, en fait, va vous offrir plein de capacités techniques, notamment parce que justement, cette mire d'authentification, en fait, elle ne va pas faire que de l'authentification, elle va faire bien plus. Derrière, votre brique d'identité, elle doit être capable de faire du second facteur. Le second facteur, par rapport au fait qu'on va avoir des typologies d'utilisateurs très variées, c'est vraiment quelque chose d'important. Également aussi parce que finalement, cette brique d'identité, comme c'est votre brique d'entrée, elle va être par nature exposée. Donc, quand vous avez une brique d'identité qui est exposée, bien évidemment, pour se protéger des attaques type credential stuffing et j'en passe, parce qu'il y en a beaucoup d'autres sur la partie authentification, il vous faut le second facteur. Le second facteur, c'est vraiment quelque chose de clé. On n'est pas juste sur une identité générique, en fait. La brique d'identité, elle doit être capable de connaître l'application qui est inscrite. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'authentifie pas un utilisateur parce qu'il a mis un login et un mot de passe. En fait, il identifie un utilisateur dans un contexte et un des éléments de contexte, c'est l'application. On a parlé de gérer des utilisateurs internes et des utilisateurs externes. Si on veut gérer des utilisateurs externes, c'est intéressant également d'avoir des systèmes de fédération d'identité
pour être capable, effectivement, peut-être de s'authentifier en se basant sur des référentiels qu'on ne gère pas à 100%. Donc, c'est quoi l'implémentation technique? Ça va être des solutions d'authentification qui sont basées sur des standards SSO, WebSSO en particulier. Les protocoles sur lesquels ça s'appuie, c'est du SAML, c'est du OIDC. C'est vraiment le principe de la lumière d'authentification déportée qui est la clé technique sur la partie authentification, parce que justement, elle va vous offrir énormément d'informations complémentaires pour réaliser votre politique. La deuxième chose, qui est également très radicale, et c'est là que le Zero Trust est intéressant, c'est-à-dire qu'initialement, vous aviez des solutions d'identité qui étaient gérées par des équipes applicatives, mais qui ne parlaient pas aux équipes réseau. Là, en fait, la logique Zero Trust, c'est bien de rapprocher la partie identité et la partie logique réseau. Donc, la première chose de la logique réseau, c'est qu'on essaye de mettre la sécurité au plus proche de l'application. On n'essaye plus d'avoir les plus hautes murailles autour de cette forteresse qui est devenue un trou noir. On essaye de mettre des murailles autour de chaque application, et plus l'application est sensible, plus les murailles doivent être, entre guillemets, solides. Et pour que ça soit solide, la politique de sécurité des réseaux doit plus fonctionner sur des critères source-destination et des critères réseau. L'accès réseau à l'application dans une logique Zero Trust, il fonctionne après authentification. Et c'est là qu'effectivement les briques du puzzle commencent à se mettre ensemble. Donc il n'y a aucune confiance présupposée. Votre application traditionnelle, quand elle est sur le réseau interne, elle va accepter tous les flux réseau. Une application qui a été zéro trustifiée, entre guillemets, elle l'authentifie avant d'offrir l'accès réseau. Et puis, finalement, et c'est là qu'on aboutit à un point assez presque perturbant de ce nouveau modèle, c'est qu'en fait, si vous êtes capable, si vous ne présupposez pas que le réseau qui se connecte est un réseau de confiance, si vous avez une confiance importante dans votre capacité à authentifier, en fait, votre backbone, potentiellement, ça devient Internet. Il n'y a plus de confiance présupposée, donc en fait, vous n'avez pas plus confiance dans votre réseau interne que dans Internet. Donc la logique là-dessus est vraiment radicale. Potentiellement, on peut y aller par étapes, ça on va en parler un petit peu après de la mise en place concrète, mais l'aboutissement ultime du Zero Trust, en fait, c'est effectivement Internet et the new backbone. Maintenant, parlons un petit peu technique. Comment ça se concrétise finalement? C'est les briques qui vont permettre de zéro trustifier, désolé pour ce verbe qui n'est pas très français, mais une application. Vous en avez deux. Soit vous avez des briques qu'on va appeler Zero Trust Network Access, mais qui sont finalement des reverse proxy authentifiants, avec ou sans agent, c'est-à-dire sans agent, ça va être plutôt pour les protocoles web, soit une logique type VPN par app, où cette fois-ci, sur le poste de travail, vous allez avoir un agent. Dans tous les cas, pour l'utilisateur, c'est complètement transparent. Vous avez l'autre option, qui est d'utiliser une chaîne de publication plus traditionnelle, avec notamment des solutions type Web Application Firewall pour vous assurer de la sécurité applicative et avoir l'application qui porte elle-même une authentification de manière ultra robuste. Mais publier une application sensible sans, entre guillemets, avoir une brique de rebond, il faut vraiment qu'on soit ultra confiant sur la partie authentification. Donc là, on a deux mondes qui ne se parlaient pas avant, l'identité, le réseau. Et ce qui fait la force de la solution Zero Trust, c'est de les faire se parler avec un module de politique qui va être capable, en fait, de gérer une politique qui va prendre en compte l'utilisateur, ses groupes d'accès, le poste et son état, la localisation, le niveau de risque de la connexion, le niveau de privilège qui est demandé. Donc la politique Zero Trust, c'est vraiment une matrice d'accès qui va prendre en compte l'ensemble de ces critères, voire parfois quelques critères complémentaires, et qui va vous permettre en fait de définir en fonction de votre application, des utilisateurs,
de ce qu'ils demandent, une politique d'accès, quelle que soit finalement la localisation de l'application. On est capable d'avoir le même module de politique pour l'ensemble des use cases. Et ce moteur de politique, il est en général au niveau de la brique d'identité et ou de la brique réseau. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, les deux ont vraiment besoin de se parler. La logique Zero Trust, encore une fois, c'est bien rapprocher ces deux logiques. La partie traçabilité, elle découle de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on a rapproché la logique identité et la logique réseau, on a une capacité de surveillance qui est décuplée parce qu'on va avoir ensemble, dans les mêmes logs, une traçabilité utilisateur, application, méthode d'accès qui va nous permettre... J'avais dit que je ne parlais pas d'IA, mais en fait, je vais en parler un petit peu, mais c'est une mine d'or pour aller faire tourner des modèles de détection d'anomalies. C'est une mine d'or pour le SOC. Centralisation et traitement des alertes, ça va ensemble. Scoring de risque, remédiation automatique ou manuelle. Donc concrètement, effectivement, cette brique Zero Trust, elle va être capable de générer des logs qui vont terminer dans un SIEM et ou un XDR, avec derrière le modèle d'apprentissage pour scorer les anomalies et puis le traitement par votre SOC. Ces aspects de détection pour sécuriser les apps critiques sont également vraiment centraux dans la logique Zero Trust, notamment effectivement quand vous allez au bout du modèle et que vous allez jusqu'à dire finalement mon backbone est Internet. La partie détection n'est pas un accessoire ou un co-bénéfice, c'est vraiment quelque chose qui est central dans la stratégie. Par rapport à la mise en œuvre, la première chose, c'est connaître ses applications. Alors ça a l'air bête dit comme ça, mais c'est vrai que historiquement, notamment quand on a commencé comme moi à travailler dans la sécurité réseau, on sécurisait l'interne, l'externe. Ce qu'il y avait dans l'interne, quelles étaient les applications, quels étaient les utilisateurs, c'était finalement assez peu le sujet. Cette logique Zero Trust, elle ne peut fonctionner que si vous connaissez correctement vos applications. Donc, quel est le niveau de sensibilité des données qu'il y a dans ces applications? Quels sont les usages? Quelles sont les typologies d'utilisateurs? C'est des choses qui sont vraiment indispensables et qui sont un vrai prérequis pour définir votre stratégie. La deuxième chose, c'est qu'il y a des critères d'éligibilité. Ce que je vous ai dit, sur le socle technique, le corollaire, c'est qu'il y a des modifications techniques potentiellement assez importantes au niveau de l'application. Donc il faut être capable effectivement d'avoir identifié les prérequis techniques. Est-ce que c'est une application web? Déjà, si ce n'est pas web, c'est plus compliqué. Est-ce que c'est une application qui a déjà une authentification? Si c'est une authentification, avec quel protocole? Est-ce que les utilisateurs, ils sont dans l'application, ils sont en dehors de l'application, dans un référentiel? Ces éléments-là, vous devez les connaître pour définir votre stratégie. Il y a également des sujets de critères techniques de sécurité. Est-ce qu'on est sur des trains de version supportés? Est-ce que potentiellement, si je vais publier mon application, est-ce qu'il y a des zones qui ne sont pas authentifiées? Est-ce que mon application, si je souhaite mettre un Web Application Firewall lors de la publication, est-ce qu'elle va être compatible? Donc il y a un vrai sujet dans votre environnement, en fait, de se dire quels vont être les critères qui vont permettre de finalement faire le projet. La deuxième chose, mais on va en parler un petit peu plus en détail après, c'est vraiment un sujet, le Zero Trust, sur lequel il faut être opportuniste. Et une des manières d'être opportuniste, vraiment, c'est de savoir ce qui se passe dans vos contextes, savoir quels sont les projets, dans le process d'externalisation, dans les projets qui impliquent d'ouvrir une application, sur les mises à jour, les refactos majeurs. Effectivement, c'est des moments où c'est particulièrement pertinent d'aller étudier l'opportunité de passer une application en mode Zero Trust. Et puis la dernière chose, c'est d'avoir une démarche industrielle sur étagère. Donc l'éligibilité, on en a parlé. Les politiques cibles. Donc dans les politiques, vous allez dire telle application avec tel niveau de sensibilité, je vais lui appliquer telle politique de sécurité. L'application ultra sensible, ça sera 2 facteurs, des postes non seulement que je
non seulement que je connais, mais également des postes où j'ai fait un certain nombre de vérifications de conformité, depuis des localisations que je connais, alors qu'au contraire, une application peu sensible va pouvoir être accessible en mode BYOD de partout, avec moins, entre guillemets, de contraintes. Donc l'idée, c'est d'avoir... On peut faire de l'ultra-granularité du grain très fin. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir globalement, selon les différents cas d'usage que vous rencontrez, un nombre quand même assez restreint de politiques. Et finalement, vous faites du pick and choose. Lorsque vous avez une nouvelle application qui va être zéro trustifiée, vous la mettez entre guillemets dans une des politiques, dans une des politiques existantes. Revalider les populations utilisateurs. Bien évidemment, si on est en train d'aborder des populations externes, il faut qu'on se pose la question de comment on va la gérer. Donc basculer l'authentification et basculer ensuite la partie réseau et bien évidemment suivre les usages dans le temps. Donc les étapes, basculer l'authentification et basculer le mode d'exposition, ils sont bien évidemment très différents selon les typologies d'applications que vous avez. Bien évidemment, quand vous avez une application web qui est déjà publiée sur Internet parce que c'est une application software as a service et qui a déjà le support natif du SSO, d'un SSO type SAML, c'est pas une grosse complexité de déployer le Zero Trust dessus. Par contre, quand vous avez une application legacy qui n'est pas une application web qui a son authentification en local et qui a 5 versions de retard, ça va être plus compliqué. Et là, vous allez avoir des vrais changements et des vrais chantiers au niveau de l'application. Un des messages importants, vraiment, c'est un sujet sur lequel il ne faut pas hésiter à être opportuniste. Si on ne l'est pas, en fait, le risque, c'est vraiment de traîner un programme de transformation qui va prendre énormément de temps. Et en fait, faut avoir une approche par les risques. Il faut avoir une approche par les risques et donc bien connaître ce qui est en train de se passer dans les projets. Donc j'ai pris quelques use cases vraiment concrets pour se dire où est-ce que finalement cette carte Zero Trust, en tant que RSSI, on va pouvoir la sortir comme un actionnable. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec le Zero Trust, c'est d'être capable d'avoir un actionnable dans tout un tas de situations qui sont ultra variées. La première situation, c'est qu'il y a un centre offshore qui va se connecter à mon SI. C'est une opportunité en fait de se dire les applications qui va accéder, pourquoi pas réfléchir à entre guillemets les zéro trustifiés, les moderniser. Et en fait, ça va pas sécuriser l'application juste pour ce nouveau centre de service offshore, ça va sécuriser l'application pour tout le monde. Autre cas d'usage, on a besoin de déployer une application en mode BYOD pour un sujet, par exemple, gérer le Flex Office. Bon, c'est vrai que le Flex Office, vous devez choisir votre place le matin. Tout le monde n'a peut-être pas un mobile pro. C'est un use case, en fait. C'est un use case intéressant parce que finalement, vous allez avoir un moyen de sécuriser des applications BYOD. Alors, bien évidemment, il faut faire selon la sensibilité de l'application. Mais là, vous allez avoir une maîtrise également de ce type d'application en connaissant l'utilisateur, la localisation, en pouvant faire tourner des modèles de détection d'anomalies. Donc, également un use case en fait, pour pousser la zéro trustification d'application. Un cas assez courant en ce moment également, des éditeurs historiquement on-premise qui poussent la version cloud de leur application. C'est quelque chose vraiment d'ultra courant. Et ça peut être un des critères nécessaires que vous fixez pour dire, ok, ce go-to-cloud, on n'a pas le choix. Par contre, moi, je vais être en mesure de maîtriser précisément ce qui se passe sur cette application. Et finalement, en poussant votre logique Zero Trust, vous allez peut-être mieux maîtriser les accès à cette application que si elle était dans votre SI interne. Il y a un Shadow IT, vous venez de le détecter. Vous avez besoin d'un actionnable rapide. En toute objectivité, vous avez la carte en main, vous avez votre solution qui est déployée.
c'est du tac au tac presque. Vous êtes en mesure d'avoir un actionnable que vous sortez dans ce genre de situation. Avant même de dire on va refaire une analyse de risque, on va tout analyser, finalement là vous avez une étape technique concrète de sécurisation et qui va pouvoir vous aider sur la maîtrise par la suite de l'application, et c'est vraiment un des premiers éléments, des premiers éléments à faire. Un projet va ajouter des données sensibles dans un outil existant. Que faire pour augmenter le niveau de sécurité de l'application ? Finalement, une application qui passe d'un niveau de sensibilité moyen à un niveau de sensibilité élevé, c'est aussi l'occasion d'avancer sur une logique Zero Trust qui va, par exemple, vous apporter le second facteur sur votre application. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller jusqu'au bout et de publier cette application sur Internet s'il n'y a pas de besoin. Mais par contre, vous commencez la logique Zero Trust en étant capable de supporter des politiques d'authentification et d'autorisation beaucoup plus granulaires que ce que vous faites maintenant, et en renforçant l'authentification. Je veux améliorer la traçabilité de mon application, c'est la même chose. La qualité de log que va vous apporter une application Zero Trustifiée, la capacité d'être surveillée par un SOC, c'est très appréciable. Donc, finalement, si vous voulez avoir plus d'informations sur concrètement ce qui se passe dans votre application, c'est vraiment intéressant de travailler la logique Zero Trust de cette application. Donc c'est vraiment un actionnable dans tout un tas de situations, et il y en a d'autres. Donc servons-nous de ces situations comme une opportunité. Pour conclure, je vous ai peut-être un peu trop envoyé du rêve. Sauf que moi, j'ai rien à vous vendre, donc je vais quand même vous dire qu'il y a potentiellement des angles morts sur la démarche et qu'il ne faut pas les oublier. Le premier angle mort, en fait, c'est que là, on n'a parlé que des flux utilisateurs à application. Il y a d'autres types de flux qui sont les flux application à application, et ce n'est pas forcément directement la logique que je vous ai présentée là qui va vous permettre de les adresser. Là-dessus, il y a d'autres logiques de sécurité, il y a des modèles un peu dérivés du Zero Trust qui veulent s'appliquer, c'est un petit peu sur sujet. En tout cas, c'est pas un modèle qui nativement va vous permettre de sécuriser tous les flux de type machine à machine. On a beaucoup parlé d'authentification robuste. Je vous avais dit, la mire d'authentification, elle doit être déportée. Pas de chance. Ça marche que pour le web. Donc, le modèle Zero Trust pour des applications non web, il est un peu plus limité. On peut quand même faire des choses. Néanmoins, en général, ça va se terminer avec des agents sur le poste de travail. Et c'est des fois ce qu'on veut éviter. Le legacy, c'est la même chose. Forcément, quand votre application, elle supporte du LDAP depuis 20 ans, aller lui faire évoluer ses méthodes d'authentification, ça peut être une restructuration importante de l'application. Donc le legacy, c'est un angle mort. Il y a d'autres questions qui sont plus comment aller plus loin. Comment on va plus loin que l'authentification? Comment est-ce qu'on est capable de contrôler la conformité du poste qui se connecte, non seulement à la connexion, mais le long de mais dans toute la session? Comment est-ce qu'on limite des fonctionnalités? Je donne un exemple concret. Je veux que mon application, on puisse se connecter dessus depuis des postes non gérés, mais pas réaliser certaines actions comme le téléchargement. Comment je vais plus loin dans la simplification réseau également? Donc l'interconnexion de sites bureautiques, le browsing web, les cas d'usage VPN qui sont pas couverts, donc les interconnexions app-to-app. Là-dessus, en fait, le modèle est en train de s'étendre, mais c'est pas encore aussi normé que la partie vraiment utilisateur vers application. Le cœur du modèle, ça reste quand même l'authentification des utilisateurs. Et puis, comment est-ce qu'on étend la protection sur le périmètre utilisateur? Donc, gérer la donnée sur les postes, gérer les sorties de données sur les différents canaux, web, mail. Et là aussi, le modèle est en train de s'étendre, c'est-à-dire que les solutions DLP du marché vont souvent chercher des features comme le fait d'être proxy web, le fait de porter des politiques de détection type Data Leak Prevention. Maintenant, tout n'est pas encore rodé sur le sujet, et finalement le modèle est aussi en train de gagner en complexité. Et donc, en fait, pour faire simple, le modèle, il en est qu'à ses débuts, il sera amené à s'enrichir, mais il y a déjà énormément d'opportunités dès maintenant pour aller sécuriser nos applications. Je vous remercie. Parfait, merci beaucoup.
On est pile poil à temps. Est-ce qu'il y a des questions? On va prendre une petite question si c'est possible. S'il n'y en a pas, j'ai une petite. Est-ce qu'il y a des données quantifiées sur l'apport de Zero Trust pour augmenter la résilience, par exemple, réduire le risque? Est-ce qu'il y a des études pour quantifier son apport ou non? Alors ça commence maintenant effectivement, pour être totalement transparent, les États-Unis ont un peu d'avance sur nous sur le sujet, d'où aussi le nom Zero Trust qui est assez peu traduit. Il y a les premières études effectivement également sur les rétex en termes de budget, parce que finalement, ce que vous gagnez en complexité réseau, c'est aussi des choses qui vont vous permettre de réinvestir dans la sécurité. Parfait. On a une question à côté. Ah, là-bas, et après on terminera par vous. Oui, merci. Est-ce qu'il y a des exemples de Zero Trust sur des très grosses structures comme des universités, par exemple? J'imagine aux États-Unis. Alors, des très grosses structures qui sont passées intégralement dans un mode Zero Trust, non, parce qu'il y a la problématique du legacy. Maintenant, des structures qui ont identifié des zones où le Zero Trust est une vraie opportunité et où il y a eu, on va dire, une fraction non négligeable du système d'information, on va dire au moins 30%. Oui, il y a des gros programmes Zero Trust dans certaines grosses organisations et qui visent effectivement à moderniser les applications les plus sensibles et les accès à ces applications. Parfait. Une dernière ici, pour se chauffer à la table ronde. Oui. Merci. L'orateur suivant comprendra puisque c'est nous. Ouais. J'avais une question sur le Zero Trust. On a vu ça finalement sous un angle, l'intérieur du SI, mes utilisateurs internes. Quid du Zero Trust finalement dans son propre SI? Et je pense en particulier au fait, aux situations où le SI est hébergé dans des clouds non maîtrisés, style GAFA, c'est-à-dire mes données intrinsèquement sont chez Google. Comment je garantis ça avec du chiffrement homomorphique et toutes ces questions-là? Où est-ce qu'on en est sur la mise en œuvre concrète de ces choses-là? Alors, le chiffrement homomorphique, la mise en œuvre concrète, c'en est vraiment qu'à ses balbutiements. Le modèle Zero Trust, sur la partie externalisation, elle va vous apporter en maîtrise par rapport aux différentes typologies d'utilisateurs. Par contre, c'est effectivement pas le modèle directement qui va vous permettre de vous sécuriser vis-à-vis de votre cloud provider. Effectivement, dans une logique où on veut se protéger du provider, on va devoir aller chercher une réflexion sur comment est-ce que mes données finalement sont inaccessibles du provider. Donc, reprendre le contrôle sur la partie chiffrement. Cette partie-là, elle n'est pas forcément nativement, en tout cas de ma connaissance du marché, intégrée aux solutions les plus classiques du marché. Le marché n'a pas encore convergé sur ces aspects-là. Par contre, néanmoins, sur toute l'infrastructure d'accès, il commence à y avoir une réflexion sur comment zéro trustifier son infrastructure d'accès, son infrastructure d'accès Internet. Donc pour faire simple, la réflexion est encore, on va dire, assez distincte du modèle traditionnel chez les éditeurs. Parfait, très bien, merci beaucoup. Donc on va passer maintenant à la présentation suivante.